Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. L'été à Marseille, à la tombée de la nuit, le parc des Calanques se transforme en traquenard. Le groupe d'intervention et de recherche en milieu périlleux est en alerte permanente. Monsieur, restez pas là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et lorsque les propriétaires sont absents, les marins-pompiers doivent prendre très vite les bonnes décisions. Depuis quelques années, le vieux port de Marseille a fait peau neuve. Mais il abrite encore de nombreux secrets qui, lorsque l'on s'approche de trop près, peuvent s'avérer dangereux. La cité phocéenne est en perpétuelle mutation. Les marins-pompiers sont en première ligne pour colmater les ruptures de conduite de gaz. Le genre d'intervention qui peut rapidement tourner au drame. Le fait de travailler en binôme, vous mettez un peu votre vie dans la seconde personne qui est avec vous quand vous allez éteindre un feu, que vous rentrez dans un incendie. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, il faut que lui soit capable de vous sortir et inversement. La commune de Marseille couvre 241 km², soit plus de 2 fois la surface de Paris. Les 17 centres d'incendie du bataillon assurent la protection de 900 000 Marseillais. La caserne Saint-Pierre assure la protection de l'hypercentre de la cité phocéenne, mais également les urgences en milieu naturel. Cette tâche revient à une section spécialisée, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP. Il est opérationnel jour et nuit. Le GRIMP intervient cette nuit dans le 9e arrondissement, les Calanques, situé à seulement quelques kilomètres à l'est du centre-ville. On prépare pour a priori un randonneur blessé, garé, on ne sait pas trop en fait, qui a du mal à se positionner, qui serait entre le chemin du Centaure et la Tour Carrée. On n'a pas trop d'informations, le PC il a eu a priori un contact téléphonique assez bref, donc on n'a pas de position exacte de la victime. Moins de 10 minutes après l'appel, l'équipe de Saint-Pierre arrive sur zone, à quelques centaines de mètres d'un chemin de grande randonnée. Là, en fait, on est à un coin très fréquenté des randonneurs, mais également la population marseillaise en général, parce que c'est facile d'accès. Voilà. Toi à côté, jette-toi là à droite, c'est bon. Nombreux sont les touristes en été qui se font surprendre à la tombée de la nuit dans les chemins escarpés de ce morceau de nature, hostile aux abatteurs.
2 équipes du Grimpe vont partir à la recherche d'une personne qui, en tentant de prendre un raccourci, s'est perdue dans le massif des Calanques. Comme pour toute intervention, les marins-pompiers jouent contre le temps, car la victime est peut-être blessée. Mais intervenir dans le parc national des Calanques demande un matériel et une organisation sans faille. Là où il y a le GR, c'est-à-dire que quand on est sur le GR et qu'on regarde la montée, il était sur la gauche, dans le pierrier à gauche. En fait, c'est entre le chemin du Centaure et la tour carrée. Et il y a plein de pistouilles. Du coup, on va y aller par au-dessus. Guy, il va par en bas. Il prend le rouge. Il prend le rouge et au moins, on encadre les deux. Moi, je pensais faire ça et on va tomber dessus. Et si on ne tombe pas dessus de suite, je demande l'hélico pour le chercher. Quand on arrive sur zone avec les collègues, on décide de se séparer pour bien cibler la zone et bien repérer la personne où elle se trouve pour voir si on peut, si c'est plus facile de l'évacuer par le bas ou s'il faut la remonter. Repérer avec précision où se trouve une victime la nuit dans les Calanques ne peut se faire sans une parfaite connaissance du terrain. Car les Calanques s'étendent de Marseille à Cassis sur une vingtaine de kilomètres et sont truffés de pierriers dangereux et de falaises abruptes qui plongent dans la mer. Grâce au recoupement d'informations fournies par des touristes qui ont entendu les appels au secours, la victime se situerait dans un rayon de 2 km. Attends, 2 secondes, faites silence. Malgré les appels, la personne recherchée ne donne pour l'instant pas de signe de vie. La victime a-t-elle fait une chute? Est-elle inconsciente? L'équipe de Jean-Baptiste poursuit sur le sentier de grande randonnée et décide de pousser son investigation plus loin que prévu. Tout à coup, une voix faible se fait entendre. Les pompiers! On le voit pas. Faites clignoter votre téléphone portable! D'après un faible écho, la victime se situerait en contrebas d'une barrière rocheuse. L'équipe du Grimpe se dirige vers un replat surplombant une dépression, tapissée de roches calcaires friables. C'est les pompiers, vous êtes où? Est-ce que vous avez une lumière? Oui. Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous pouvez marcher? Ne bougez pas, on essaie de vous avoir en visuel. Si vous avez un téléphone, allumez la lumière. La personne, on ne sait pas dans quelle position elle se trouve, si elle est vraiment sécurisée, si c'est un équilibre instable. Voilà, elle peut très bien ne pas être blessée, mais être dans une position un peu délicate et chuter. La victime est restée bloquée dans un couloir de pierre. Un pierrier, un équipier du Grimpe, part en reconnaissance. David. Ouais, Guy, JB, on a un contact sonore avec la victime, là, on essaie de le localiser, il est bien dans les 13 contours, on est au niveau du pierrier, là. J'arrive sur toi. Faut passer par... faisable, mais c'est trop dangereux. D'accord, il faut passer par en haut, il est 6 mètres en dessous du sentier. Affirme. Tu penses que ça passe? Non, mais ça va passer, là je suis pas sûr que ça passe, par contre. Ok. Mais d'en haut, ça passe. La victime est coincée dans le pierrier depuis plus de 3 heures. Elle ne peut descendre ni monter. Certains randonneurs sans entraînement, mal équipés, sans eau, épuisés par une longue marche, sont souvent piégés dans ces pierriers et pris de malaise cardiaque. Ah, Davy, décale-toi en face de moi, il doit être là. Mais en fait, il est pas à 6 mètres du haut, il est dans le pierrier en galère. Hein. Ok, JB. Donc, tu vois, il y a un promontoire avec un pain qui le coiffe. Devant. Celui que j'éclaire, là? Ouais. Le monsieur est au pied de ce pain, en dessous. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ça va. On va descendre dans le pierrier, je vais voir, parce que là, du haut, il y a bien une vingtaine de mètres, quand même. Hein. Ok, tu visualises vite si c'est praticable. Sinon, si le monsieur n'est pas en danger, il peut rester là où il est, je demande directement l'hélico. Donc, on va aller faire un contact. Monsieur, est-ce que vous me voyez?
monsieur, vous avez un portable? Eh ben, allumez-le. Mais si, je vais le voir. La lumière, elle se voit, monsieur, dans le noir. Voilà, ça y est, je vous vois. J'y vais de David. Parle, David, je t'écoute. Ouais, moi, je l'entends vraiment tout près depuis le bar. Je suis arrivé au pied du pierrier. Je vais essayer de remonter pour arriver jusqu'à lui. Si c'est trop scabreux, on arrête tout. Effectivement, hein, je pense qu'il est vraiment bien bas par rapport à notre position. Bon, il est arrivé du haut, il a descendu un goulet, mais c'est franchement scabreux, quoi. Vas-y, on y va. Descends un peu à la dévie, là. Je t'éclaire, là. Les risques sont nombreux pour rejoindre la victime. Une autre équipe 50 mètres plus bas va tenter de remonter dans sa direction, pendant qu'un équipier de Jean-Baptiste part en reconnaissance. Ces pierriers sont chargés d'éléments en équilibre précaire, pouvant s'écouler brutalement à la manière d'une petite avalanche. Arrivé en haut, on a juste analysé la zone en essayant déjà d'éviter de faire tomber des pierres parce que nous, comme on accède par le haut, la victime étant en contrebas, il faut qu'on soit vigilant, nous, à ne pas mettre la victime en danger, donc à lui faire tomber des pierres dessus. Donc au départ, lui nous disait qu'il était à 6 mètres du haut du sentier, mais du sentier qui n'était pas le bon pour accéder. C'était très scabreux. Donc s'il n'avait pas été en bas de cette barre rocheuse, on aurait pu éventuellement sécuriser sa remontée par ce sentier. Mais là, comme il était en bas d'une barre rocheuse de 6 mètres, c'était très compliqué de le faire remonter. Donc la deuxième équipe a accédé par le bas dans le pierrier. Ils ont mis une corde et ils vont l'assurer dans le pierrier pour qu'il rejoigne le bon tracé. C'était plus commode de le faire par le bas. La première équipe qui a progressé par le bas de la barrière rocheuse est en contact avec la victime. C'est elle qui va se charger de la secourir. L'équipe de Jean-Baptiste revient sur ses pas. Et tu vois, ils sont là-haut, ils vont descendre de là. Un quart d'heure plus tard, la victime rejoint le sommet. En apparence, elle est saine et sauve. Heureusement, les marins-pompiers lui ont évité de rester piégé dans ce couloir de pierre durant toute une nuit, sans lune. Et voilà. C'est où la rampe? Monsieur, on va la ramener. Vu ça, si vous pouvez bien me rendre ma lampe, s'il vous plaît. En fait, je me suis perdu, j'étais fatigué, je voulais descendre. Et j'ai pris le chemin qu'il fallait pas, donc je me suis panté, quoi. Vous êtes content des marins-pompiers? Franchement, parfait. Parfait. Des professionnels. Ce genre d'intervention est courante l'été. La particularité des Calanques, c'est que c'est le parc national qui est en fait le plus proche d'une grosse agglomération. Donc les gens ont parfois tendance à croire qu'ils peuvent aller dans les Calanques randonner en tongs. En tongs, pour souligner que bien souvent les touristes confondent grande randonnée et balade du dimanche. Parmi les 17 casernes du bataillon les plus sollicitées, la caserne de Saint-Pierre est chargée des urgences dans la vieille ville. Un appel du Centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille, le COSIM, vient de donner l'ordre d'intervenir dans une cité voisine. Un détecteur de fumée vient de se déclencher. Intervention FI, feu d'appartement. Le FI est un fourgon d'intervention mobilisé en priorité pour les feux urbains. Cité Jardin d'Avant-Garde, 19 traverse de la Prévence.
Patrick et son équipe arrivent rapidement sur les lieux. Ouais, j'ai ajouté un coup d'en aller. Je te prends une conne, hein. Le chef de groupe règle sa fréquence radio et évalue immédiatement la situation. L'odeur de fumée viendrait d'un de ces appartements dans cet immeuble de 4 étages. Pas de flammes apparentes sur les lieux. Le chef de groupe attend le retour d'un équipier parti en reconnaissance. Un appartement au rez-de-chaussée, un détecteur qui sonne, une légère odeur de fumée. Il n'y a pas de fumée. Les fumées proviendraient d'un appartement en rez-de-chaussée, mais les habitants ne répondent pas aux appels des pompiers. Patrick fait son rapport au COSIM. En présence donc d'une odeur de brûlé dans un appartement au rez-de-chaussée. Détecteur de fumée à l'intérieur qui sonne. Aucune personne à l'intérieur. Alors on procédait à l'ouverture de l'appartement. Je prends le commandement des opérations de secours, appellation COS Blancarde. Messieurs, restez pas là. Voilà. L'ordre a été donné de forcer la porte de l'appartement. Mais celle-ci est blindée et résiste aux coups portés par les marins-pompiers. Impossible de pénétrer dans l'appartement par la porte principale. Ses occupants sont-ils absents ou pire, intoxiqués par les fumées? Le temps presse. Il ne s'est écoulé que 12 minutes entre le déclenchement du détecteur de fumée et l'arrivée des marins-pompiers. Il faut à tout prix ventiler l'appartement pour espérer sauver ses occupants s'ils sont présents, inanimés, dans leur lit. Le volet n'est plus un obstacle. Mais avant de briser les carreaux de la fenêtre, le marin-pompier cherche à évaluer la chaleur de la vitre. Car un fort écart de température entre l'extérieur et l'appartement peut provoquer un accident thermique à l'ouverture de la fenêtre. Ta caméra thermique, elle va te donner des fausses données, tu le fais sur une vitre. Elle est chaude ou pas? La vitre, elle est chaude? Casse et rentre. L'apport d'air peut déclencher un backdraft, une explosion de fumée. Dans une pièce confinée, lorsque tout l'oxygène a été consommé par les flammes, seules les fumées portées à très haute température stagnent sous les plafonds. Une entrée soudaine d'air réalimente les particules incandescentes de la fumée et provoque un backdraft. L'explosion de fumée est redoutée des pompiers en général. Elle a provoqué de nombreux décès en intervention. Pas de fumée. Ah ben, il faut rentrer pour aller voir, là, le laisser passer, on y va. À l'intérieur, le marin-pompier remarque une légère fumée mais pas de nature à indiquer un incendie. D'où vient cette fumée qui a pénétré dans cet appartement en suffisamment grande quantité pour déclencher le détecteur de fumée? Patrick de Réby. Ouais, Réby, je t'écoute. On a fait tout l'appartement, on ne trouve pas l'origine de la fumée. On est passé avec la caméra thermique, on n'a aucun point chaud nulle part. Par contre, c'est un bordel monstre dans l'appart. On va attendre 2 minutes que ça ventile. Dès que c'est ventilé et que c'est clair pour nous, on referme tout et on essaie de retrouver de quelle pièce arrive la fumée. Ah ok, bien reçu. Ben là, on est en présence d'un feu où on n'arrive pas à trouver l'origine. Ça doit être un feu d'origine électrique, à mon avis. C'est un feu qui doit couver depuis un petit moment. Donc là, on a de la fumée résiduelle et on est en train de travailler dessus. Donc on est en train de rechercher la source d'ignition. On a coupé le gaz et pour le moment, bon, on est dans l'investigation dans l'appartement. Non, mais de toute façon, il y a forcément une origine. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a forcément une origine. Après, dans les caves, il n'y a absolument rien. Patrick envisage tous les scénarios. Il n'y a pas de soupirail, là. Le principe de la fumée est de monter dans les étages. Les 20 ans d'expérience du chef de groupe vont orienter l'investigation dans une autre direction. Je vais voir à quoi ça correspond, là. Quelqu'un, je vais demander. Vous habitez, madame, bonjour. Vous habitez ici? Oui. Les ventilations qu'il y a là-bas, ça donne quoi? Ça donne où? C'est dans les caves? D'accord, c'est la ventilation des caves. Patrick envoie immédiatement son équipe dans les caves de l'immeuble. Étrangement, les sous-sols ne contiennent pas de fumée. Pas d'incendie. Madame, sortez s'il vous plaît. Madame. Ah non, Alors, à l'aide de sa caméra thermique, un des équipiers mesure la chaleur émise par chacune des caves.
C'est ma cave. Enfin, un marin-pompier vient de sentir une forte odeur de fumée dans l'une des caves. Patrick est immédiatement informé. Les caves, vous habitez là? C'est qui la cave où il y a marqué Christophe dessus? C'est Christophe. Christophe, Mélanie. La cave à tomber. Quoi? C'est la cave à tomber. Vous avez les clés? Madame, madame. Elle est là, c'est sa fille. Elle va les chercher. Pouvez-nous donner les clés de la cave, s'il vous plaît? Non, mais vous avez les clés de la cave, s'il vous plaît? Je t'ai mis en recherche. Quelques minutes plus tard, la cave suspecte est inspectée. Et le constat est clair. Un incendie a bien eu lieu dans ce local. Les fumées se sont propagées dans les conduits d'aération et ont pénétré dans l'appartement juste au-dessus, celui du rez-de-chaussée. Ah, quand même, je suis conscient de... Tu vois? L'origine du feu, il provenait de la cave. Donc le feu est parti de la cave, les fumées sont montées par les gaines techniques et ont atterri dans l'appartement. Donc ce n'était pas l'appartement qui était incriminé, mais un feu de cave. Une cigarette mal écrasée est à l'origine de ce petit incendie. À quelques centimètres près, les flammes atteignaient une bouteille en plastique de White Spirit, menaçant ainsi de déclencher un incendie dans les sous-sols de l'immeuble. Ce type d'incendie est redoutable, car la plupart des caves contiennent souvent des produits inflammables, hautement toxiques. Cette nuit, les marins-pompiers de Marseille ont eu raison de l'inconscience de certains citoyens et rappelé une fois de plus qu'un simple détecteur de fumée peut sauver des vies. Nous quittons les vieux quartiers de l'hypercentre de Marseille pour retrouver cette fois les marins-pompiers de Pointe-Rouge. Cette caserne, située à l'extrême sud-est de la cité phocéenne, fait face à un autre type d'urgence, les urgences maritimes. Pointe-Rouge constitue la première base de marins-pompiers plongeurs de Marseille. 35 d'entre eux sont spécialisés pour intervenir jour et nuit sur le littoral marseillais. Armée 24 heures sur 24 par un équipage de 5 marins-pompiers, la vedette, baptisée la Bonne Mère, va appareiller pour une mission délicate. Transmed, prenez appareillage de la SMS 152 en direction du vieux port secteur Mucem pour une voiture tombée à l'eau, réquisition police. On a été appelé par le PC COSIM pour une reconnaissance sur un véhicule qui est tombé à l'eau au niveau du musée du Mucem. Donc je pars et je fais équiper mon personnel. À cet instant, le COSIM, le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille, n'a pas plus de détails sur ce véhicule dans les eaux du Vieux-Port. Pas corré? Ouais, vas-y, prends là-bas. Je vais me changer le temps du transit. Gérard décide de s'équiper en tenue de plongée. Il mènera les opérations. De Pointe-Rouge, la vedette de la SNSM met à peine 10 minutes pour rejoindre le Vieux-Port. Pour les marins-pompiers de Marseille, intervenir dans le Vieux-Port n'est pas anodin. Plonger dans ces eaux, c'est remonter l'histoire d'une ville vieille de 2500 ans. Ce sont les Grecs de la ville de Phocée, à la recherche de nouveaux comptoirs sur le pourtour méditerranéen, qui les premiers débarquent dans une calanque. La calanque du Lacidon, aujourd'hui, le Vieux-Port. Ils fondent là, sur la rive nord, le cœur d'une ville, un rectangle presque parfait, une cité phocéenne protégée par les remparts, Massalia. C'est au Moyen-Âge, grâce à la guerre et à la piraterie, puis au XVIe et XVIIe siècle, sous l'autorité des rois de France comme Louis XIV, que cette cité phocéenne changera de dimension, pour devenir aujourd'hui le deuxième port de France. Un vieux port qui recèle aujourd'hui de nombreux trésors. Le véhicule aurait terminé sa course dans une zone interdite au public. Gérard met à quai la vedette de Pointe-Rouge devant le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Dès l'accostage, Gérard et son coéquipier rejoignent une zone de chantier sécurisée par la police. Quand j'arrive sur place, je prends contact avec la police et une personne qui est donc directeur des travaux. Bonjour. C'est de l'autre côté l'entrée. Oui, non, mais on se mettra à l'eau par là. C'est alors Une voiture qui est ensevelie, il n'y a que les 4 roues, elle est à l'envers.
D'accord. Et donc là, il y a le treuil pour le sortir. Okay. Il faut juste l'accrocher. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Ça fait plus d'1 an. D'accord. Sans doute plus de 10. Ok. Donc là, ce que vous nous demandez, c'est d'aller faire un élingage de la voiture. Pour l'accrocher. Comme on fait d'habitude. Il n'y a pas de souci. Voilà, ok. on l'accroche. Merci. C'est quoi on a... Là, donc par rapport à ce que nous indique la police, c'est un véhicule qui ça fait un moment qu'il est à l'eau. Nous, notre travail là est d'aller l'accrocher et d'assister le grutier à la sortir et faire une reconnaissance après dessous, voir s'il n'y a pas des personnes. La police n'a pas signalé de victimes. Mais il faut rester prudent, car dans les sous-sols de cette partie du vieux port de Marseille, il n'est pas rare de tomber sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. L'idée principale de l'intervention étant qu'avant d'effectuer tous travaux sous-marins, comme Marseille a été une ville qui a été énormément bombardée, ils font un scan du fond, ils scannent tout le fond de la mer pour voir s'il n'y a pas des grosses masses métalliques et qui pourraient être un obus, donc présentant un risque au cas où, avec leur pelleteuse, ils creusent et puis ils tapent dessus. Avec l'arrivée des Phocéens, les populations ont laissé derrière elles l'empreinte d'autres civilisations. Depuis la récente modernisation du quartier du Vieux-Port, les ouvriers et plongeurs ne sont pas à l'abri de voir remonter à la surface des bombes allemandes ou américaines. Alors, lorsque les plongeurs de Pointe-Rouge sont appelés en exploration dans le Vieux-Port, leur première mission est d'observer, décrypter des formes suspectes sans toucher. Les préconisations à donner aux plongeurs, quand c'est des obus, on ne touche pas, on matérialise la zone, on remonte, on rencontre. Voilà, ça s'arrête là. Pour nous, notre travail, il s'arrête là. Bon, j'ai gaz. Allez, go. Gérard et Aurélien partent d'abord en reconnaissance. Si le binôme de plongeurs prend l'option de prendre la vedette comme point de départ, c'est bien pour obtenir une vision élargie de la zone d'intervention. La construction du MUSEM a nécessité de nombreux travaux qui ont largement remué les sous-sols du Vieux-Port. En 2015, les services de déminage ont mis à jour et neutralisé dans la zone portuaire 5 bombes de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que découvre Gérard sur le chemin est bien loin d'un trésor de guerre ou archéologique. L'ancienne calanque du Lacidon, port naturel pour les Grecs, est devenue, comme dans bien d'autres ports méditerranéens, un dépotoir de la société de consommation. Rapidement, l'équipe de plongeurs repère une forme rectangulaire, un véhicule enfoui sous la vase. En fait, la voiture, ça fait très longtemps qu'elle est sous l'eau, donc elle est enfoncée et dans la vase et dans le sable. Comme elle est bouffée par l'oxydation, elle se déchire. Du coup, je ne sais pas s'ils vont réussir à la remonter. Gérard et son coéquipier ont repéré le véhicule. Mais impossible de creuser dans la vase pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, car c'est bien ce qui intéresse les policiers. Gérard et Aurélien vont tenter de fixer les câbles sur le véhicule afin qu'une grue l'extrait de son cocon de vase et de sable. Seul le toit de la voiture affleure la surface de la vase. Les plongeurs peinent à trouver avec leurs torches des points d'accroche efficaces et restent donc très prudents. La présence d'un obus n'est pas à exclure dans cette zone. Car lors d'un entraînement de plongée, les marins-pompiers de Marseille ont découvert une 50aine d'obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient enfouis en partie dans la vase, par 25 mètres de fond, en rade de Marseille. L'élingage du véhicule est terminé. À la surface, les techniciens vont pouvoir procéder au levage. Aussitôt, le groupe qui surveille l'opération s'écarte par précaution. Les manipulations doivent être effectuées avec douceur. Le câble se tend, mais le véhicule au fond, retenu par la vase, ne bouge pas d'un millimètre. L'opération doit être arrêtée. Le temps pour Gérard et Aurélien de réévaluer la situation. La voiture, entièrement rongée par un très long séjour dans le sel, se détache en lambeaux.
impossible de trouver une accroche sur le véhicule qui résiste à la force de traction du câble. Avec le câble, elle se déchire la voiture. Donc ils ont commencé à le remonter à l'intérieur, mais il y a juste un essieu qui est monté. Mais bon, là, comme ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle est sous l'eau, elle se déchire comme du papier avec le phénomène de succion et la force de la dépannage. C'est la carrosserie, ça. Arracher le morceau comme ça, tu peux pas la sortir. Tu la prends, tu la pelles, la voiture. La voiture est comme ça, en fait. Voilà, c'est le volant du véhicule. Ça vous donne l'état du véhicule. Voilà, c'est en fait le véhicule est confectionné comme ça, quoi, le truc. Il y a tout qui part en lambeaux dès qu'on touche, quoi. C'est tout. Voilà, quoi, c'est. Ça tient pas rien, quoi. Et ça, le véhicule est entièrement comme ça. Dans un sale état, dès qu'on élingue, ça arrache des morceaux. Ça fait une paire d'années qu'il est au fond, celui-là. Donc, du coup, on attend de voir ce que demande la police en termes de réquisition. On a déjà dû désabler la voiture et après, de deux, sortir, mais la sortir à la grue ne sera pas possible. L'enquête est compromise. Cette voiture, qui a fini sa course dans le Vieux-Port, est condamnée à rester prisonnière dans son linceul de vase et garder encore quelque temps ses secrets dans ses entrailles. Là, c'est l'entrée du Vieux-Port. C'est un peu quand même une poubelle. Hein. Les gens, il faudrait qu'ils arrêtent un peu de jeter leurs bouteilles et leurs canettes à la mer. C'est pas parce qu'on les voit plus que ça pollue pas. Dès qu'on creuse un peu partout ici, il y a des trouvailles et donc ça crée aussi des problèmes pour pouvoir construire et les recherches archéologiques en même temps. Effectivement, par strate, on doit pouvoir arriver à relire de l'amphore au Vélib aujourd'hui qui est au fond du port. Alors ce qui est assez rigolo, et quand nous on plonge, qu'on trouve des canettes partout, on se dit que dans 200 ans, les canettes, ça sera les amphores d'hier. Chaque année à Marseille, le bataillon bat un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Les marins-pompiers de Saint-Pierre sont confrontés chaque jour à tout type d'urgence. Accidents en milieu périlleux, assistance à personne, inondations, risques technologiques, mais aussi feux de forêt et feux urbains. C'est pourquoi leur tenue de feu constitue leur outil de travail le plus précieux. Ce matin, après la cérémonie des couleurs, les marins-pompiers ont droit à une inspection des uniformes. Le rayonnement thermique est l'ennemi du pompier. Exposés à des chaleurs intenses sous leur combinaison anti-feu, les hommes du bataillon ne peuvent tenir que quelques minutes. Cette balise est une alarme qui se déclenche au-delà de 270 degrés, et lorsque le pompier reste immobile plus de 18 secondes. Ce casque F1, avec son écran facial, est constitué d'une calotte thermoplastique qui protège du rayonnement et des éclats. Mis au point par une société française, il équipe aujourd'hui de nombreux pompiers dans le monde. L'ARI, appareil respiratoire isolant, permet grâce à la bouteille d'air de progresser dans les fumées toxiques avec une autonomie de 20 minutes environ. Chaque marin est également équipé d'une cagoule respirante anti-feu en aramide, un matériau qui résiste à la chaleur. Suite à de nombreux décès de pompiers dus au rayonnement thermique et aux brûlures, ces uniformes aujourd'hui ont remplacé les vestes en cuir traditionnelles. Chaque jour, à Saint-Pierre, 24 marins-pompiers se relaient pour assurer une permanence de 24 heures. 24 heures durant lesquelles ils sont confrontés quelquefois à des urgences délicates. Allez, go. On part pour une procédure gaz renforcée. En fait, c'est une fuite de gaz qui est susceptible de nous poser problème. Le gros risque, c'est l'explosion. Une fuite de gaz importante menace les habitants d'une impasse dans le Vieux-Marseille. L'alerte est sérieuse. En cas de procédure gaz renforcée, le bataillon envoie en priorité 2 fourgons à incendie. Les marins-pompiers sont équipés de leurs appareils respiratoires, car suivant la direction du vent, le gaz peut les gêner dans leur reconnaissance. La première précaution dans ce type d'intervention est de repérer la fuite
et d'établir immédiatement une zone d'exclusion. Ensuite, monsieur, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est bon. Ok. Alors. Restez plus loin, vous êtes avec mon téléphone. Ouais, attendez là. Je te dis ce qu'on a. Des ouvriers, en faisant la tranchée, ils ont découvert effectivement une fuite assez importante au niveau d'une soudure sur une ancienne conduite en plomb. Voilà, pour l'instant, t'approches pas trop avec ça. On va attendre de savoir si on a une atmosphère explosive ou pas. N'importe quelle source, un téléphone, une caméra, même nos radios, en fait, il faut qu'on se méfie. Donc, normalement, on ne rentre pas en atmosphère explosive avec nos radios. En effet, un court-circuit déclenché par la batterie d'un portable suffit à produire une étincelle et provoquer une explosion. Monsieur, vous pouvez pas y aller. Non, en fait, il y a une barrière, c'est pour vous empêcher d'y aller. Non. Après avoir établi une zone d'exclusion de 50 mètres, Eric donne l'ordre de contrôler les entrées et sorties de l'impasse. Là, la rue, donc fermez-la. Tu vois, tu fais le point avec Louvain pour que vous partagiez les détecteurs. Il y en a un qui prend une paire, l'autre une paire, enfin vous vous débrouillez. Mais quand même reconnaissance dans les cages d'escalier de tout ce qui se passe. Je vais te faire une reconnaissance dans la carrosserie qui était ouverte, des bâtiments adjacents. Je t'ai bloqué la rue un petit peu plus bas. Là, et je vais faire établir une ULDV directement sur l'engin en stand-by à l'angle. Eric établit une SITAC, une situation tactique. Sur ce schéma, l'étoile rouge indique la fuite de gaz, puis sont repérés des véhicules constituant un danger immédiat. Le point bleu indique une bouche d'incendie sur laquelle sont venus se raccorder les 2 fourgons à incendie, prêts à alimenter l'établissement de tuyaux. Les 2 flèches rouges signalent les actions de reconnaissance en cours dans les immeubles, pouvant être impactés par une éventuelle explosion. Tous les habitants sont invités à rester confinés dans leurs appartements, à l'exception de ceux exposés en première ligne d'une éventuelle explosion. Dans les halls d'entrée, relevé d'explos sur le 6, le 8 et le 10. Et moi, je fais l'autre côté. Un des équipiers d'Eric vient de repérer la présence d'une crèche située à moins de 20 mètres de la fuite de gaz. Nous sommes au mois d'août, mais rien ne dit qu'elle soit vide. Tu peux l'allumer. Bonjour, on a une fuite de gaz dans la rue là. Vous avez pas d'odeur vous? Non? Vous êtes combien là au total dedans? On a 9 enfants. 9 enfants? Et on est 3 adultes, oui. Oui. Vous voulez sortir? Oh, peut-être que non, nous... alors ouais, on va faire un relevé dans le bâtiment. Juste ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des fenêtres sur cette façade-là, de tout est fermé. Il y a une fuite de gaz en fait juste là, avant. Oui. Donc c'est tout fermé. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de risque. Là, on a fermé parce qu'on a mis la clim. Par contre, on en a une petite ouverte de l'autre côté. On ferme aussi pour éviter qu'il y ait du gaz qui puisse éventuellement rentrer. Et vous restez tous confinés à l'intérieur. Les marins-pompiers vérifient la présence de gaz. Car le gaz naturel est inodore, mais pour éviter d'être intoxiqué à son insu, il contient du mercaptan, qui lui donne une forte odeur d'œuf pourri. Cette odeur permet de le détecter immédiatement à des concentrations de moins de 1% dans l'air. Bonjour. Ouais, là, il n'y a rien. D'accord. On va ressortir, on va fermer. Oui. Dès qu'on en sait plus, on vous tient informé. Pour le moment où on laissait tout fermer. Voilà. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaie de recenser rapidement s'il y a des risques dans les habitations aux alentours. Mais le problème des fuites enterrées, c'est que ça peut se diffuser sous le trottoir, aller dans les caves et après remonter dans les étages. Et ça, c'est ce qu'on craint le plus, parce que là où il allume sa lumière, paf, il y a tout qui s'est accumulé, donc ça risque de... C'est là où il y a un risque. Les risques collatéraux d'une fuite de gaz ne sont pas rares à Marseille. Mardi 7 janvier 2014 à 12h21, une explosion spectaculaire suivie d'une fuite de gaz dans le 2e arrondissement de Marseille est signalée. Le mélange air-gaz alimente une torchère de 30 mètres de hauteur, dépassant parfois le toit des bâtiments. Les flammes menacent directement un immeuble d'habitation de 7 étages. Le rayonnement thermique est ressenti dans un rayon de 50 mètres. Plus d'une centaine de marins-pompiers sont engagés au plus fort de l'intervention et mettent en sécurité les occupants de l'immeuble. 120 personnes indemnes sont prises en charge, 21 appartements sont sinistrés et 6 sont détruits. Il faudra une dizaine d'heures et l'appui de 30 véhicules de secours pour venir à bout des flammes. On retrouvera à 3 h du matin, sous 50 cm de gravats, le corps sans vie d'un technicien qui travaillait sur la canalisation.
Retour dans l'impasse où une fuite de gaz a été signalée. Pour anticiper sur une éventuelle explosion, un des marins-pompiers mesure la proportion de gaz contenu dans l'air autour de la canalisation. Le détecteur de gaz, à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes, permet de mesurer la présence de différents gaz, mais surtout le pourcentage du gaz dans l'air. Une explosion ne peut se produire que dans le cas où l'atmosphère mesurée contient entre 5 et 15% de gaz. En dehors de ces proportions, le gaz ne peut s'enflammer ni exploser. Pour l'instant, la mesure de gaz est inférieure à 5% au-dessus de la canalisation. Normalement, c'est au niveau de... ouais. Il a remis de la terre par-dessus. Non, madame, vous fermez la fenêtre déjà de votre appartement, s'il vous plaît. Voilà, fermez tout pour l'instant. Fermez les fenêtres. Monsieur, passez pas, s'il vous plaît. Cédric, tu mets ta LDV directement sur l'engin, 3 tuyaux, tu mets pas en eau pour l'instant. Reste à déterminer si le gaz qui aime se répandre insidieusement dans les sous-sols n'a pas atteint certains établissements à risque, comme ce garage. Ah, pas de poste à souder, pas de choses comme ça. Ça, ouais. Ouais, mais bon, c'est bien... Chaque recoin est soigneusement mesuré pour tenter de trouver une concentration de gaz anormale. Car le gaz naturel qui s'accumule dans des espaces confinés peut en quantité importante provoquer des explosions souterraines dévastatrices. Après une dizaine de minutes d'inspection, RAS, rien à signaler. Le gaz ne semble pas avoir encore atteint les caves des immeubles voisins. Les agents spécialisés de GRDF prennent le relais. Même si les flammes ne sont pas au rendez-vous, les marins-pompiers prennent très au sérieux cet ennemi invisible. C'est pourquoi ils restent en retrait pour sécuriser cette dernière phase d'intervention. Messieurs, vous allez où? Au GDF? Ça va. Accompagnez-les. Mets-toi, sors de la route. L'intervention, elle va se finir. GDF, avec leur appareil, là, ils vont plus précisément regarder dans les compteurs, parce qu'en fait, ça peut remonter par les conduites, etc. Donc, ils vérifient les compteurs. Et on va pas tarder à rentrer. En augmentation chaque année de 10%, les alertes au gaz sollicitent les marins-pompiers en moyenne 10 fois par jour. Plus de 3500 interventions par an. Marin-pompier, c'est bien spécifique, il n'y a aucun jour qui se ressemble. Voilà. J'arrive le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Je peux faire de la bobologie toute la journée, comme faire des interventions. Voilà. Donc on ne s'ennuie jamais. On passe énormément de temps ensemble. J'ai des amis au travail, je les connais depuis leurs 20 ans. On a fait tous nos cours et nos cursus ensemble. Le temps passé ensemble, on se connaît tous, on sait tout, surtout en général. Donc oui, on est très proches.